de l'art qui est fait avec du code informatique. Ça s'inspire de l'art moderne, en particulier de l'art populaire ou du pop art, qui fait un usage intensif des motifs géométriques et de l'ordre. Cependant, aussi, c'est une catégorie d'art très large et très riche, créée avec le code informatique comme caractéristique centrale, évidemment. L'art génératif incorpore, dans le fond, c'est un système qui est autonome. Donc, on compose un code ou une marche à suivre pour l'ordinateur et l'ordinateur va l'exécuter pour ensuite nous donner un résultat. Et souvent, le résultat n'est pas à ce qu'on s'attendait nous-mêmes. Des fois oui, des fois non, ça dépend de la complexité du code. Des fois, il peut y avoir un bug et même des fois, le bug donne un effet visuel beaucoup plus intéressant que sur vers quoi on s'en allait. Donc, à ce moment-là, le bug devient comme une exploration et on peut aller vers... on peut changer de branche et aller directement vers une autre direction avec notre idée, ce qui est toujours le fun, parce que c'est un peu comme du jeu, on explore, on a du plaisir, on essaie de voir vers où ça nous amène. Et en incorporant le hasard dans le code d'une œuvre d'art générative, l'artiste va toujours obtenir une œuvre d'art différente et complètement unique à chaque fois qu'on va exécuter le code. Et après ça, tout le reste, on peut terminer ça avec les couleurs, on peut changer les couleurs et juste explorer avec le même code, mais en changeant les couleurs, tu peux justement aller chercher des styles d'ambiance, des styles d'émotion, donner un autre feel à l'œuvre d'art complètement. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'utilise Processing, c'est un environnement de développement fait pour l'art génératif et pour l'apprentissage du code aussi. Pour l'apprentissage du code, mais via la création visuelle. Donc, on apprend le code de façon visuelle, donc le code va générer des images, des couleurs, des cercles, et on peut comprendre le code de cette manière-là en jouant avec. Ça requiert très peu de savoir-faire pour simplement débuter dans l'art génératif. Processing fonctionne sur Mac, PC, Linux, en fait sur tout, je crois, sauf peut-être les téléphones intelligents. Il y a la chaîne YouTube de Daniel Schiffman qui s'appelle Coding Train, qui est remplie de vidéos tutoriels de tous les niveaux. C'est vraiment une mine d'or. Il doit y avoir au-dessus de 500 vidéos, autant pour débutants que pour avancés. C'est vraiment le fun, même juste de suivre, de coder avec. C'est un peu comme si vous connaissez Bob Ross, c'est un peu comme le Bob Ross de l'art génératif, je pourrais dire. Un peu plus TDAH, par contre, il est un petit peu excentrique, mais reste que c'est vraiment une excellente source d'information. Puis toutes mes inspirations, je vais la trouver dans ces vidéos tutoriels souvent, et ou dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Learning Processing. Puis, dans le fond, je vais partir d'une base, d'une notion, et puis à ce moment-là, je vais partir à l'exploration, justement en allant mettre des couleurs, ajouter des variables, et puis m'amuser, puis ajouter plein d'autres trucs pour faire que le code devienne le mien, et aussi de faire vraiment quelque chose d'original à partir de ça. Des pratiques techniques que j'utilise. Comme je disais, j'utilise Processing normalement. C'est une application c'est ça, qui utilise toute la technologie de Processing. Dans le fond, ça inclut déjà du code de base pour un peu faciliter la tâche quand on veut faire de l'art génératif. Pour cet exemple-là, par exemple, je vais utiliser ce qu'on appelle P5.js. C'est Processing, c'est juste qu'au lieu d'utiliser une application, ça se fait directement sur le web. Donc, pour le partager et puis le montrer à des gens ou juste mettre le code libre de droit et donner accès à d'autres personnes de justement collaborer dans ce domaine-là, ben je vais utiliser ça pour là. Et en ce moment-là, en même temps, vous allez pouvoir voir mon code
à gauche et à droite ce que ça va générer. Donc c'est un peu plus intéressant, ça va être un petit peu plus interactif, du moins je l'espère. Souvent, si j'ai une idée en tête en débutant, je suis souvent déçu parce que je vais essayer trop de faire l'idée que j'avais en tête et ça sera jamais comment que je veux vraiment que ce soit. Et sinon, je vais avoir l'impression de frôler le plagiat. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais d'une première idée de base, souvent très très simple, trouvée dans un livre, dans une vidéo, comme la vidéo de Daniel Schiffman. Et puis, dans le fond, je l'explore à partir de là et puis je développe cette idée-là. Je travaille d'une façon un peu automatique, donc j'y vais vraiment à l'exploration et tout ça. Et une fois que le code est fait, la composition est terminée, je peux créer une infinité de tableaux différents, mais qui se ressemblent. Donc, ce sera jamais exactement le même tableau, mais les couleurs peuvent se ressembler, le style de composition va se ressembler. C'est de là que vient le mot génératif dans génératif. Donc, il y a du hasard dans le code et donc ça crée un résultat toujours différent à chaque fois. Le code génère, dans le fond, c'est ça. Si on ajoute un peu de chaos, là, ce que j'appelle ce qui est la variabilité ou les éléments un peu de hasard dans le code, la génération sera toujours différente à chaque fois. Comment je fonctionne, c'est que moi je travaille sur mon portable là, qui est un Mac, mais ça peut être n'importe quel portable, comme ça peut être un top Windows, ça peut être peu importe, tant que vous avez accès à une page web, puis au site editor.p5js.org ou accès à Processing, il y a toujours moyen de travailler avec ça. Et la plupart du temps, je travaille de chez moi et souvent une œuvre va me prendre j'essaie toujours d'y aller dans le plus simple possible, donc environ 1 heure et demie pour la faire et ensuite passer dans Photoshop pour faire justement un genre de mock-up pour l'envoyer après ça sur ma boutique Etsy, puis voir de quoi ça a l'air sur un tableau. Normalement, je travaille seul, mais ça arrive que je travaille en collaboration avec d'autres compagnies. Je travaille présentement, je vais vous le montrer avec Oleka Canva, qui est une compagnie dans les environs de Montréal qui font de l'impression sur Canva. Et puis, dans le fond, moi, j'ai mis quelques-unes de mes œuvres d'art sur ce site. À ce moment-là, les gens peuvent les acheter. Dans le fond, c'est eux qui s'occupent de faire l'impression et de tout envoyer ça aux gens qui les ont achetés. Donc, c'est super intéressant de faire affaire à une compagnie comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut créer un petit tableau d'art génératif. Donc, on va essayer de tester, créer un petit quelque chose. Donc, dans Processing, il y a toujours 2 fonctions. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails du code. Je ne vais pas vous apprendre comment coder nécessairement, mais je vais essayer grosso modo d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est là, pour que ce ne soit pas complètement incompréhensible. Donc, ça ici, dans le fond, le setup, c'est pour juste démarrer le code. C'est comme setuper les variables et tout ça. Puis la fonction draw, c'est vraiment la fonction pour dessiner. Et elle est tout ce qui est à l'intérieur des 2 braquettes ici va être lu par l'ordinateur 60 fois par seconde, donc constamment. Donc si je compile le code, là à ce moment-là, on a ici un canevas de 400 par 400 pixels avec un background de la couleur 220. 220, c'est un genre de gris. Parce que les couleurs, dans le fond, ils vont de 0 à 255 quand on est dans le style RGB. Donc, si, exemple, je change ça pour 0, ça devrait être noir. Voilà. Et là, ça se répète tout le temps. Donc, il est toujours réécrit à chaque fois 60 fois par seconde. Si je l'enlève ici puis je le mets là,
Sinon, si je viens ajouter un cercle qu'on appelle ellipse et je lui donne 20 pixels, je vais le mettre dans le milieu de l'écran. Donc, je vais le mettre à width, qui est la largeur divisée par 2, donc au milieu, au centre. Et la hauteur, height, divisée par 2 aussi, qui est au centre. Et avec un radius de 30 par 30. Donc le cercle va être rond. Donc on voit ici, le cercle est au centre. Et il est tout le temps dans la fonction dessinée. Ce que je peux faire avec les variables, ce qu'on appelle les variables en programmation, c'est, par exemple, je pourrais appeler largeur cercle est égal à 30. OK? Aussi, je peux mettre, ça c'est qui est intéressant, ce qu'on appelle mouse X et mouse Y, donc c'est la position de la souris en temps réel. Donc comme on est dans le draw, le cercle va suivre la souris en tout temps. Par contre, si par exemple je le mets ici, je vais vous montrer. Vous voyez, on l'a vu une fraction de seconde et il a disparu. Ça, c'est seulement parce que le code a été généré. Dans le fond, il a lu la création du canevas, il a mis le cercle, mais comme le code est juste exécuté une seule fois, à ce moment-là, il va tout de suite dans la fonction draw et il va mettre le background par-dessus tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on le voit pas, il n'arrive pas à apparaître par-dessus. Si jamais, par exemple, on met ça ici, on revient à notre truc et on enlève le background et on le met ici, vous allez voir que ça fait comme une genre de traînée. Ça, dans le fond, c'est simplement parce que le background est juste mis une fois et n'est pas rafraîchi à chaque fois. Donc, ça laisse comme une genre de trace. Le cercle laisse une trace sur l'écran. Donc, à ce moment-là, on peut s'amuser. Déjà là, on pourrait ajouter de la couleur puis voir qu'est-ce que ça donne. Là, ce que je vais changer, le mode de couleur, là, tantôt j'avais parlé d'RGB, mais moi je travaille souvent avec HSB. Là. Ça se peut que ça vous dise absolument rien. C'est juste une façon différente de rendre la couleur. Donc, ça, c'est des variables pour dire tout simplement ma roue de couleur. C'est un peu difficile à expliquer, là, mais dans le fond, 0 c'est rouge et 360 c'est rouge et toutes les couleurs entre ça, c'est entre 0 et 360, c'est mettons bleu, vert, jaune et tout ça. Et les deux, le 5 ici et le 5 ici, ça c'est la saturation et ça c'est la luminosité. Donc après ça, on peut jouer avec ça. Puis ça fait des couleurs plus naturelles, je trouve, que d'utiliser juste le 0 à 255. Par exemple, je décide de dire, par exemple, ma couleur c'est 67, mais que la saturation est 80, la luminosité est de 89. On a un genre de vert lime, un peu spécial. On va ajouter une stroke. Dans le fond, le stroke, c'est le cercle noir, la bordure noire autour du cercle. Et on va le mettre de la même couleur que le fond. Voilà. On va lui donner, dans le fond, une position au hasard. Ben, pour l'instant. Le background, moi, je vais le changer de place et je vais le mettre ici. Là, à ce moment-là, on pourrait dire que largeur cercle va changer avec le temps. Donc, largeur cercle est égale à elle-même
On aimerait peut-être ça qu'il rapetisse en fait. Sauf que là, vous voyez ce qui se passe, ça crée comme il devient plus petit puis il regrandit par la suite. Donc on pourrait mettre une condition dans la fonction bouger. Donc on pourrait dire si, donc if, si le diamètre de notre cercle est plus petit ou égal à 0. Et là, on va faire un bloc de code avec ça. On lui dit, s'il est plus petit que 0, le diamètre va toujours être égal à 0. Donc, il va toujours rester petit. Pas tant sur la couleur, fait que on peut décider de venir changer ça. Je peux aller chercher, mettons, souvent je vais sur Adobe Colors. Puis je vais aller me chercher une palette de couleurs. Donc, explorer. Ça tombe bien, on cherchait quelque chose d'un peu plus bleuté. Par exemple, cette couleur-là ici. Donc moi, je vais chercher HSV, qui est le mode de couleur qu'on a. Si j'avais RGB, j'aurais choisi celui-là ici. Puis, je vais aller le mettre dans mon code ici. Juste le code de couleur, comme ça. Là, on voit que c'est le même, c'est encore le vert là, qui fait la bordure du cercle. Fait qu'on va aller changer ça aussi. Comme ça. Et on pourrait peut-être le mettre un petit peu plus petit. Ce que j'ai à vous dire en finissant pour terminer, c'est que les passions, ça change tout le temps. Donc, j'ai appris ça dans mon exploration de vie en général et je sais que peut-être dans 5 ans, l'art génératif, bien, ce ne sera plus vraiment ma source d'inspiration ou d'exploration. Mais présentement, c'est ce qui me fait vibrer puis c'est ce qui me fait triper. Puis, je veux juste tout faire ce qui est en mon pouvoir pour voir jusqu'où ça peut m'amener. Moi, j'avais commencé ça pour le fun l'été 2018, seulement pour me garder actif créativement. Puis maintenant, 2 ans plus tard, j'ai vendu quelques œuvres dans l'Ouest canadien, une quinzaine au Québec. J'ai des collaborations en cours avec un skate shop de Limoilou à Québec et puis un imprimeur sur Canva dans la région de Montréal. Jamais j'aurais pensé il y a 2 ans que ça aurait
que ça aurait fité comme ça puis que ça m'aurait amené là. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup comme surfer la vague vers où ça me mène. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Puis même récemment, j'ai quitté mon emploi web pour un nouvel emploi en web, mais qui me laisse plus de possibilités d'utiliser mon art dans la création de sites web et d'expériences clients. Donc vraiment, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à moi et je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est un peu essayer de retrouver ce feeling-là de quand on est enfant, puis que ce qui dirige notre vie, c'est l'exploration et le jeu. Moi, je trouve que ça fait aucun sens de ne pas nourrir ce besoin-là à l'âge adulte. Il suffit seulement d'oser créer, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit de la couture, peu importe. Créer et de ne pas avoir peur de le partager au monde. Même si on trouve ça personnellement laid, il y a peut-être quelqu'un ou n'importe qui va voir votre création et va en être touché. Donc, ce serait vraiment dommage de garder votre imagination créative et il faut le faire explorer, il faut le faire sortir d'un, c'est bon pour le moral. C'est excellent aussi pour d'autres personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans et un peu comme que je fais là, en parler et peut-être vous faire découvrir quelque chose d'intéressant. Donc, merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu. Quel parcours que j'ai réalisé pour être arrivé à ce que je fais aujourd'hui? En général, j'ai toujours été créatif depuis mon plus jeune âge, mais j'ai jamais vraiment appris à dessiner ou à colorier, même le bricolage. Ça a toujours été très difficile pour moi parce que c'est pas que j'ai pas appris, mais c'est plus dans le sens où quand j'étais jeune, du moins, j'avais des problèmes d'électricité fine avec mes mains, de la misère à écrire, j'avais de la misère à faire des dessins avec des détails. J'ai très vite assimilé que tout ça, ça fonctionnerait pas pour moi pour exprimer ma créativité, mon imagination et tout ça. Donc, au secondaire, j'ai exprimé cette créativité-là avec mon désir de l'exploration. J'aimais beaucoup aller chercher quand j'étais plus jeune, des insectes ou des couleuvres, des trucs comme ça. Sinon, en étant adolescent, j'ai fait du montage vidéo avec mes amis où on explorait des spots, où on apprenait des nouveaux tricks en skateboard. Ça, c'était comme un sport vraiment qui était venu me rejoindre et que je fais encore à ce jour dans mes trentaines. À l'arrivée de l'âge adulte, j'ai été travailler en informatique parce que, bon, les ordinateurs, ça m'a toujours intéressé. Par contre, j'ai vite réalisé que le travail manquait de créativité visuelle en général. Donc, j'ai tout mis ça de côté. Je suis allé au cégep en intégration multimédia et web. Ça n'a pas été facile au départ. J'ai échoué beaucoup de cours la première année et même la deuxième. Et j'ai fini par lâcher le programme après la deuxième année. À ce moment-là, je croyais que c'était pas vraiment fait pour moi, que j'avais peut-être visé trop haut. J'étais pas assez bon en programmation. Donc, la programmation informatique, le code, j'ai échoué 2 fois le même cours dans les 30% de moyenne. J'étais donc très déçu et je suis retourné à mon ancien emploi en informatique. Donc, ça, c'est de la technicien informatique qui fait des ordinateurs et tout ça. Et après 1 an, je me suis vite rendu compte que c'est vraiment ça que j'aimais faire. Donc, j'ai requitté cet emploi. J'ai compris que c'était beaucoup plus ce que je voulais faire dans un travail que juste réparer des ordinateurs. J'ai donc recommencé le cégep et j'ai été chercher des ressources à l'extérieur pour ma santé mentale, donc neuropsychologue et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai donc compris que j'avais le TDA. Puis ça m'a permis de travailler sur moi pour travailler avec cette condition. Et pour ceux qui ont le TDA, c'est pas juste du négatif, vraiment pas. Je crois que mon désir d'exploration vient de cette condition-là. Et je crois que quand on est capable d'y donner de l'énergie positive, on est capable de l'utiliser pour soi et non, elle ne sera pas utilisée contre soi. Après ça, dans le web, il y a 2 camps. Il y a le camp, je dis des camps, je veux dire, c'est pas comme si on était contre, là, mais c'est les designers ou les gens plus visuels et les gens programmeurs qui sont plus dans la logique. Les 2 camps sont créatifs à leur façon et pour ma part, j'ai jamais été satisfait d'un camp ou de l'autre. Donc, juste faire du design pour moi, ça venait pas chercher
mon petit besoin de résolution de problèmes et de logique, et juste faire de la programmation, ça venait pas chercher mon besoin de justement m'amuser avec des couleurs, m'amuser avec les formes et tout ça. Donc, j'avais toujours ce genre de sentiment que j'avais pas trouvé ma place. Et puis, dans ma dernière année de cégep, on a un cours d'apprentissage autonome. C'était le nom, en fait, et ce cours-là, c'est justement pendant une session, tu apprends ce que tu veux dans le domaine. Et au lieu de moi d'aller vers des technologies utiles qui servent beaucoup dans les emplois modernes et dans ce moment, j'ai décidé d'explorer ce qui était possible de faire avec le code du côté expérimental et visuel. C'est à ce moment-là que j'ai découvert toute la scène de l'art génératif. Ça a été un coup de foudre, en fait. J'ai accroché tout de suite. Pour moi, c'était le parfait mix de logique, programmation et de visuel avec le design et la composition artistique. Et aussi avec toute la panoplie d'exploration qui vient avec, donc explorer des algorithmes et plein de théories mathématiques que je détestais complètement au secondaire, mais avoir su que les maths m'ont ramené à créer des moteurs physiques de jeux vidéo ou créer des fractales complètement sautés, j'aurais été certainement plus attentif.